Bonjour chers élèves, vous avez devant vous ce matin M. Baldé Amadou, chargé des cours de français dans les classes du lycée. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur la thématique portant sur la littérature française du 19e siècle. Alors, pour parler de la littérature française du 19e siècle, il faudrait avant tout savoir ce que c'est que la littérature de façon générale. Alors, la littérature est définie comme étant l'ensemble des productions orales et écrites qui reflètent les réalités sociales, politiques, économiques et culturelles d'une société donnée à un moment donné de son évolution. Et donc, par cette définition, nous comprenons que la littérature nous renvoie à l'image d'une société dans tous ses états, dans toutes ses facettes. Alors, notre explication aujourd'hui porte spécifiquement sur la littérature française et précisément sur la France du 19e siècle, c'est-à-dire entre l'année 1800 et 1900. Voici le 19e siècle, l'intervalle du 19e siècle. Alors, lorsqu'on parle de littérature française, qu'est-ce que ça veut dire? Littérature française. On peut dire que c'est l'ensemble de la production. C'est l'ensemble de la production littéraire de la France et de sa diaspora. L'ensemble des productions littéraires, de la production littéraire de la France et de sa diaspora. En quelque sorte, nous ajoutons la notion de diaspora parce que tous les Français ne se trouvent pas en métropole. Il y en a d'autres qui sont en outre-mer et qui sont aussi des Français. Alors, nous parlons de production littéraire de la France et de sa diaspora pour préciser l'ensemble des romans, l'ensemble des essais, en tout cas tout ce qui est littéraire et qui a été produit en France entre 1800 et 1900 et qui coïncide effectivement au 19e siècle de la France. Mais quelles sont les réalités qui ont marqué ce 19e siècle de la France? Il y a des dates très importantes qu'il faudra savoir pour comprendre les réalités de la France du 19e siècle, puisque nous venons de dire dans notre définition de la littérature qu'elle reflète les réalités sociales, politiques, économiques et culturelles d'une société donnée à un moment donné de son évolution. Donc, quelles sont les réalités de la France au 19e siècle et qui se sont retrouvées dans les productions littéraires de ce siècle? Nous allons commencer par la fin du XVIIIe siècle, puisque les réalités de la France du XIXe siècle ont été, disons, occasionnées par des événements majeurs de la fin du XVIIIe. Il y a par exemple l'année 1789. Pour ceux qui n'ont pas oublié leur cours d'histoire, vont savoir ce que cette date signifie. Précisément, il s'agit de la Révolution française. L'année 1789 a coïncidé
à la révolte de l'ensemble du peuple français contre les barons de la société, contre les rois qui ont assujetti l'ensemble de la population sous une domination, sous leur volonté propre. Alors, 1789, vers la fin du XVIIIe siècle, le peuple français aspirait déjà à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance, pas par rapport à un autre territoire ou à un autre pays, mais par rapport à l'aristocratie régnante, par rapport aux familles qui régnaient, à la noblesse qui régnait sur l'ensemble de la population. Comme vous le savez, dans les royaumes, la société est subdivisée en 3 classes. La noblesse, le clergé et le tiers-état. La noblesse jouit de tous les privilèges et de tous les droits. Le clergé en jouit un peu. Et le tiers-état est exclu de tous les droits et de tous les privilèges. Et de surcroît, c'est l'écrasante majorité de la société. Et c'est cette écrasante majorité de la société qui, à la fin du XVIIIe siècle, sous l'impulsion des philosophes nationalistes de l'époque, les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau, les Diderot, les Voltaire, qui ont animé la conscience et la mentalité de ce bas peuple vers la réclamation de la liberté, cela a abouti à l'année 1789 à une révolution. Le peuple a dit « y'en a marre ». Y'en a marre d'être sous domination d'une famille, d'une noblesse qui ne pense qu'à elle-même, qui ne pense qu'à satisfaire ses propres intérêts, alors que nous, la majorité, nous qui sommes, les ouvriers de la société, nous sommes laissés pour compte. Alors c'est une révolution qui renverse une société. Et donc ça veut dire quoi? Que le peuple français est rentré dans le 19e siècle avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle réalité. Autre date intéressante, c'est l'année 1799. Là aussi, c'est une date importante qu'il faut évoquer avant de parler des réalités du 19e siècle. 1799, 99, on veut dire, c'est quoi? Ça coïncide à la prise du pouvoir par Napoléon. Napoléon Ier. L'un des rois les plus emblématiques de la France de l'époque avait pris le pouvoir à la fin, une année avant la fin du XVIIIe siècle. Napoléon s'empare du pouvoir et devient le roi, de la société française. Alors, une autre réalité de l'histoire politique qui vient, s'ajouter, n'est-ce pas, aux faits qui vont marquer le 19e siècle en France. Autre date importante, c'est l'année 1802. C'est l'avènement, le retour de l'Empire. L'Empire qui avait été aboli par la Révolution française de 1789, avec l'arrivée de Napoléon au pouvoir, il fait revenir l'Empire. Et l'Empire va revenir et lui, il sera le nouvel empereur de la société française. Donc, une autre réalité qui va marquer le 19e siècle en France. Une dernière date importante, c'est l'année 1815. Ça coïncide à la chute de Napoléon.
Alors, Napoléon qui est venu en 1799, 16 ans après de règne, il sera chassé du pouvoir puisque le même vent qui a chassé les rois de l'époque, c'est le même vent qui va le chasser du trône. Alors, on rentre dans le 19e siècle avec, n'est-ce pas, ces réalités politiques assez troublantes. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi le vent de la liberté. Le mouvement libéral va s'emparer de la société française. Alors, l'esprit libéral, le mouvement libéral va s'emparer de la conscience et de la mentalité du peuple français. Donc, le 19e siècle est devenu un siècle, en quelque sorte, de liberté, où les uns et les autres réclament de la liberté à travers les auteurs comme Alors, rapidement, les auteurs de cette époque, il y avait Victor Hugo, Lamartine, Charles Baudelaire, entre autres. Ces auteurs ont, disons, marqué aussi leur temps à travers l'esprit, à travers l'idéal qu'ils revendiquent. La liberté des individus, la liberté de la société française, la liberté des citoyens français. Et c'est aussi un siècle où on conteste l'ordre qui est établi, un siècle où les intellectuels, les écrivains, les philosophes de l'époque se sont dit « nous ne voulons plus de l'ordre qui existe ». Donc c'est des gens qui contestent l'ordre existant, c'est des gens qui contestent le passé, c'est des gens qui contestent, qui se moquent de la beauté, c'est des gens qui, en quelque sorte, ne veulent pas de ces scénarios-là, mais qui, au-delà de ça, veulent quoi? Liberté. Qui veulent quoi? Ils veulent s'adonner à leur passion. Ils veulent donner un champ à l'individu, donc à l'individualité, entre autres. Donc, ils ont été des auteurs qui, dans leur façon de faire, dans leur pratique, dans leur manière de faire, qui contestent ce qui existe, qui contestent la façon dont la société était organisée. Alors, cette réalité a marqué la société française du 19e siècle sur le plan littéraire. Mais il y a autre fait que nous devons ajouter. C'est par exemple, il s'agit toujours du 19e siècle, premièrement, les réalités du 19e siècle. C'est d'abord le développement industriel. Le développement industriel. On va les citer après, on les explique. Le développement industriel, ensuite, c'est la prépondérance de la sphère économique. Ensuite, c'est l'avancée, d'abord le bouleversement technologique, enfin, c'est l'avancée prodigieuse de la science.
l'avancée prodigieuse de la science. Donc, voici d'autres faits marquants du 19e siècle. C'est d'abord le développement industriel. Beaucoup reconnaissent le 19e siècle à travers la grande révolution industrielle qui a marqué l'Europe dans son entière, dans sa quasi-totalité, et la France en particulier. En quelque sorte, le 19e siècle est marqué par l'essor industriel, les activités que les populations réalisaient à la main. Avec le 19e siècle, il y a eu le développement des machines, il y a eu le développement de l'industrie. Donc, les activités manufacturières se sont transportées dans les industries et c'est devenu des activités industrielles. Donc, des usines ont été construites un peu partout et on a recruté des ouvriers pour leur fonctionnement. Donc, ça, c'est une transformation non négligeable dans la société française de l'époque. Donc, imaginez une société qui était traditionnelle devient subitement une société qui se modernise, une société qui se transforme. Alors, ces mutations n'iront pas sans conséquences sur la réalité sociale, la mentalité, le comportement, les façons de faire et même sur la politique. C'est ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Ensuite, il y a la prépondérance de la sphère économique. C'est qu'avec le développement industriel, l'économie a été privilégiée aux autres secteurs. En quelque sorte, le social a été abandonné au profit de l'économie, par exemple. Donc, on a préféré l'économie aux autres secteurs. Les gens sont devenus plus, disons, des opportunistes, des gens qui se saisissent d'opportunités, que des gens qui, disons, qui vont vers l'humanité, qui posent des actes humanistes. L'on voit l'autre plus comme un bien qu'on doit se servir pour satisfaire ses besoins, moins qu'on ne le voit comme un ami, comme une personne qu'il faut assister, qu'il faut aider. Alors, la prépondérance de la sphère économique, ça a eu des conséquences positives aussi, puisque ça a permis une amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, disons, de la société européenne en matière d'infrastructure, en matière, disons, de développement de la société. C'est ça un peu l'avantage. Mais sur le plan social, ça a été désastreux. Après, il y a le bouleversement technologique. En quelque sorte, les machines se sont développées. On a assisté à l'invention du train, à l'avion, à ces appareils techniques et technologiques qui n'existaient pas avant. Alors l'homme s'est senti dans une supériorité technique et technologique et qui allait le conduire, bien évidemment, plus loin dans le XXe siècle, vers l'hécatombe que vous connaissez tous, à savoir la Première et la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, le bouleversement technologique a eu une incidence plus ou moins positive sur la société française de l'époque et un peu sur les autres sociétés, bien entendu. Enfin, il y a l'avancée prodigieuse de la science. La science s'est développée considérablement au XIXe siècle. Les disciplines scientifiques qui n'avaient pas réussi à avoir, disons, de gros résultats dans les siècles précédents, avec le développement économique, industriel, ces sciences-là se sont développées davantage. Et le XIXe siècle a aussi vu la naissance d'autres sciences, notamment les sciences sociales en grande partie. Les sciences comme la sociologie, la psychologie, l'anthropologie se sont développées et ont vu aussi d'autres catégories de scientifiques faire leurs preuves
en matière de recherche scientifique. Donc, ces réalités sont, entre autres, les réalités de la France au XIXe siècle. Et comme vous le savez, la littérature, disons, c'est le condensé de tout ce qui se passe à l'intérieur d'une société. C'est le condensé des faits et gestes des membres d'une société qui se retrouvent dans les romans, dans les essais, dans les pièces de théâtre et qui caractérisent cette société. Alors, ça c'est en termes, disons, d'introduction sur les réalités de la France du XIXe siècle. Et maintenant, nous allons parler de l'individu et de la société dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, avant la révolution industrielle, ou avant le XIXe siècle pour être précis, l'individu et la société, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est deux choses carrément opposées. L'individu est opposé à la société. Et avant le 19e, c'est-à-dire le 18e siècle, au 18e siècle précisément, il y avait une autre mentalité qui était développée. Et bien avant ce siècle-là, c'était la tendance à donner, disons, la priorité à la société. L'individu était, disons, était mal vu, pour ne pas dire, c'était, disons, il n'était pas donné aux membres de la société de s'éloigner d'elle. Donc tout le monde était obligé d'être ensemble, puisque la société promet de satisfaire leurs besoins, de prendre leurs besoins en charge. Mais avec les réalités du 19e siècle, l'on voit l'essor de l'individualisme. L'individualisme s'est développé davantage. En quelque sorte, disons, une valeur substantielle a été accordée au moi. Le moi a pris le dessus sur le nous. Le moi, c'est l'individu et le nous, c'est la société. Alors le moi a été glorifié par les intellectuels, par les auteurs. Contrairement aux philosophes nationalistes du XVIIIe siècle, en quelque sorte, ceux du XIXe siècle ont donné une place prépondérante à la notion du moi, c'est-à-dire à l'individu, par rapport à la notion du nous, c'est-à-dire la société. Pour ces auteurs, pour ces penseurs, la société a perdu sa crédibilité. Elle a perdu disons, ses ancrages traditionnels. Et donc cette même société, pour ces auteurs, a du mal à comprendre ou à prendre conscience des différentes mutations qu'elle subit. En quelque sorte, la société s'est transformée. Et puisqu'elle s'est transformée, elle a perdu sa valeur. Et l'individu a eu de la valeur. Alors en ce moment, l'individu devient, disons, la nouvelle star du moment, puisque la société a perdu sa crédibilité, elle a perdu sa valeur. Les promesses qu'elle a tenues, elle n'a pas réussi, j'y arrive, de les assumer ou de les satisfaire au niveau de la population. Donc, l'individu et la société, en quelque sorte, deux termes opposés, et le dernier mot au XIXe siècle est revenu à la notion du moi, à la notion de l'individu. Donc, une valeur prépondérante accordée au moi et une place de second degré accordée à la société. Et des penseurs, d'ailleurs, ne vont pas tarder à discuter dessus, puisqu'ils ne sont pas tous d'accord sur la valorisation du moi et la dévalorisation du nous. Donc, entre l'individu et la société au XIXe siècle, qu'est-ce qui primait si la question se posait? C'est l'individu qui a primé sur la société, puisque la société n'avait plus de valeur,
elle avait atteint ses limites, elle ne pouvait plus satisfaire les ambitions des individus. Et les individus se sont dit, à nous désormais d'aller à la recherche du bonheur, d'aller à la recherche du quotidien, d'aller à la satisfaction de nos besoins. Donc, voici ce qu'il faut aussi retenir par rapport à la notion de l'individu et de la société au XIXe siècle. Pour finir, parlons du bourgeois et de l'ouvrier vers l'année 1878. Alors, qui appelle-t-on bourgeois pour commencer? Le bourgeois, c'est l'homme riche. Le bourgeois, c'est l'homme qui vit aisément dans la société. Le bourgeois, c'est le propriétaire du capital. Le bourgeois, c'est le propriétaire des industries, des usines qui existaient. Alors que l'ouvrier, c'est le laissé pour compte, c'est l'exploité. L'ouvrier, c'est celui-là qui est au service du bourgeois dans son industrie. L'ouvrier, c'est celui-là qui travaille dur et qui reçoit un salaire de misère, un salaire qui ne lui permet pas de vivre convenablement dans la société. Vers 1870, le capitalisme, qui était devenu la doctrine politico-économique de l'époque, a pris de l'essor. Le capitalisme a pris de l'essor, malgré que le socialisme aussi existait en parallèle, mais le pouvoir était caractérisé par l'idéal du capitalisme. Donc, les industriels avaient une place non négligeable dans les lois qu'on élaborait dans les sociétés, précisément dans la société française de l'époque. Donc, le 19e siècle, vers les années 70, a vu les conditions de vie des ouvriers se dégrader et les conditions de vie des bourgeois s'améliorer constamment, et les plus démunis de la société française, c'est aussi les paysans. Les paysans sont réduits à vivre sur des petites exploitations, sur des petites superficies qu'ils cultivent et qui ne parviennent même pas à satisfaire leurs besoins familiaux ou disons à satisfaire leurs besoins primaires. Donc, c'est vrai, les ouvriers souffraient, mais eux, ils comptaient sur un salaire minimum, quel qu'il soit. Mais le paysan ne compte que sur ses instruments de travail, sur la terre qu'il laboure et qui deviennent de plus en plus pauvres, qui deviennent de plus en plus restreintes. Alors, les conditions de vie se dégradent, les niveaux de vie deviennent déséquilibrés. Les uns vivent aisément et les autres vivent misérablement. Alors, cette réalité de la société française se retrouve aussi dans les œuvres de plusieurs auteurs. Si nous prenons Victor Hugo, Victor Hugo a publié un ouvrage intitulé « Les Misérables ». C'est justement en parlant de cette situation que nous venons d'expliquer. L'ouvrage intitulé « Les Misérables » explique les conditions d'existence, les conditions de vie des citoyens français de l'époque à l'ère de l'industrialisation. On dit que la société se développe, économiquement elle s'améliore, mais il y a une bonne partie de la société, des membres de la société qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc, pour les auteurs, les intellectuels comme Victor Hugo, c'est inacceptable qu'une société se développe en même temps ses membres s'appauvrissent. Donc, voici les réalités de la France au XIXe siècle. Comme pour dire, la littérature que nous allons aborder dans les prochains cours concernant les courants littéraires, en quelque sorte, porte sur ces réalités de la France au XIXe siècle. Elle s'est réveillée, elle s'est améliorée, mais dans une autre partie,
il y a eu difficulté et souffrance pour une catégorie de personnes. Alors, chers élèves, ce laps de temps ne nous permet pas de tout dire, mais le peu qui a été dit, je vous exhorte à une meilleure assimilation pour mieux comprendre votre programme. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous promets de vous reprendre pour un prochain cours. Merci à vous.